Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire du Haut Conseil pour le climat qui aujourd'hui se tient en compagnie de Marion Guillou et de Kathleen Schubert qui sont toutes deux membres du Haut Conseil. Et d'ores et déjà, je les remercie de bien vouloir prêter leur temps pour nous accompagner dans ce webinaire. Alors aujourd'hui, le webinaire va revenir sur un rapport qu'on a publié il y a déjà longtemps, en décembre 2019, qui portait sur l'évaluation des lois au regard du climat. Alors pourquoi ce choix? Tout simplement parce qu'on a constaté depuis le début de notre courte existence en tant qu'au Conseil pour le climat qu'il y avait un enjeu politique, citoyen, de discussion autour de l'évaluation des lois au regard du climat. C'est un sujet à la base assez technique, mais on voit bien tout ce qui porte en termes de débat citoyen, de savoir comment est-ce qu'on peut quantifier, comment est-ce qu'on peut évaluer l'action d'un gouvernement, de pouvoir public, des politiques publiques en général, au regard du climat. Est-ce que ça va avoir un effet? Est-ce qu'on peut les mesurer, etc. Et d'ailleurs, ensuite, dans sa pratique, le Conseil pour le climat a publié 2 avis, un sur le plan de relance en décembre dernier, et puis un plus récent sur le projet de loi climat résilience, pour essayer d'affiner un petit peu la méthodologie et de mieux contribuer à ce processus d'évaluation au regard du climat, qui est assez nouveau en France. Alors, pour nous en parler aujourd'hui, donc nous avons Marion Guillou et Kathleen Schubert, et très rapidement, je vais céder la parole à Marion Guillou. Petit point, pendant ce temps, vous pouvez poser les questions dans le chat, et je les reprendrai, les synthétiserai à la fin de la présentation pour les distribuer entre nos 2 membres du Conseil pour le climat. Voilà, merci encore de votre présence, et Marion, je te cède la parole pour lancer ce webinaire. Merci beaucoup Olivier et bonjour à toutes et à tous ceux qui nous écoutent. Alors on va parler donc de l'évaluation des lois et des grands projets nationaux. En fait, dès notre premier rapport, nous avons esquissé un cadre pour mettre en cohérence, ce qu'on appelait mettre en cohérence l'action de la France avec ses engagements climatiques. Les engagements climatiques, vous les connaissez, depuis la loi énergie-climat, c'est la neutralité carbone en 2050, et puis c'est cette trajectoire qui est décrite par la stratégie nationale, donc la SNBC. Donc on avait souhaité dès notre premier rapport que le gouvernement prenne en compte l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de conservation des puits de carbone, aussi bien dans les lois que dans tous les investissements publics. Et alors, en retour, le gouvernement nous a posé la question de comment mieux évaluer les lois en cohérence avec les objectifs climatiques adoptés par la France, et nous avait dit notamment de regarder ce qui se passait à l'étranger pour inspirer notre rapport. Notre rapport, pour ceux d'entre vous que ça intéresse d'y revenir, s'appelle « Évaluer les lois en cohérence avec les ambitions » et il est bien sûr disponible sur le site du Haut Conseil pour le climat. Alors, notre premier constat, c'est que la France évalue très peu ses lois en matière de climat, et pourtant que l'évaluation sera un outil essentiel à la fois pour s'assurer, pour expliciter les enjeux climat des lois, que ces lois s'appellent loi climat ou que ces lois aient à faire avec d'autres sujets qui ont une influence sur le climat. Le deuxième objectif serait de mieux rendre compte des effets potentiels des mesures de la loi. Et le troisième objectif, de s'assurer de l'efficacité de la loi vis-à-vis des objectifs affichés. Et de fait, cette évaluation des lois, pour ces différentes raisons, c'est un outil essentiel qui permet de renforcer indirectement le processus démocratique, la redevabilité, puisqu'on explicite les enjeux et les mesures, et que tout ça est public et consultable. Comme je disais tout à l'heure, la transition vers la neutralité carbone, ça implique des changements en profondeur dans tous les secteurs de l'économie, que ce soit le transport, le chauffage des bâtiments, l'industrie, l'alimentation et bien d'autres. Et il faut donc s'assurer que les lois mises en place pour répondre à d'autres priorités que le climat explicitement mentionné contribuent aussi de manière positive à la transition vers la neutralité carbone. Actuellement, les études d'impact sont le seul outil pour connaître les impacts ou les contributions des projets de loi envisagés. Comme je le disais, les études d'impact ne concernent que les projets de loi
Et ça va être un problème, ça ne concerne pas les propositions de loi. Et vous savez, en tous les cas, sur la période que nous avons étudiée, sur une année, entre octobre 2018 et septembre 2019, il y a eu autant de textes issus de propositions de loi que de projets de loi. Donc, pour aucun des textes issus de propositions de loi, une étude d'impact n'avait été faite. Et même lorsqu'il s'agit d'un projet de loi, le nombre d'articles finaux d'un projet n'a rien à voir avec le nombre d'articles au début. Vous voyez sur le graphique, à gauche, c'est le nombre d'articles dans les textes déposés, donc en vert et en rouge, en vert pour les projets de loi et en rouge pour les propositions de loi. Et en jaune, vous voyez le nombre d'articles en sortie de processus législatif, donc dans des lois promulguées. Et donc, les études d'impact ne sont faites que sur les articles, les 540 des projets de loi. Et ces études d'impact comportent rarement un aspect environnemental et encore plus rarement un aspect effet sur le climat. Et vous voyez bien qu'au total, sur les 540, les articles couverts avec impact environnemental décrit, c'est 46. Donc, en résumé, il y a 46 articles de projets de loi qui ont été évalués pour leur impact sur 1651 articles de loi promulgués pendant ce délai d'un an sur lequel le travail a été fait. Donc, seuls 3% des articles de loi ont été évalués sous l'angle environnemental. Je ne parle même pas de l'angle climat, qui est un sous-ensemble de l'angle environnemental. En clair, aujourd'hui, la production législative est abondante. Elle est, vous le voyez, peu, quand je dis peu évaluée, c'est les 3% de tout à l'heure vis-à-vis des objectifs climatiques. En clair, notre rapport, c'est comment faire mieux. Alors, on a de fait regardé tout le parcours d'un projet de loi ou d'une proposition de loi et jusqu'à sa mise en place. Et pour être le plus utile possible, on a élaboré un guide qui couvre toute la durée de vie des lois, de leur conception jusqu'à leur fin de vie. On a regardé des aspects très pratiques pour que ce soit applicable concrètement et facile à mettre en œuvre. Alors, la première chose, c'est que nous avons préconisé que les évaluations s'appliquent à l'ensemble des lois susceptibles d'influencer significativement les émissions de gaz à effet de serre ou l'objectif de neutralité carbone pour la France en 2050. Donc, il y a un premier rôle qui est la garde au triage, savoir si tel ou tel projet de loi, pour l'instant, doit faire ou non l'objet d'une évaluation vis-à-vis du climat. Et pour ça, on a suggéré, en s'inspirant de ce qui se fait dans d'autres pays, notamment au Royaume-Uni, aux États-Unis, d'avoir une espèce de garde de triage par une ouverture d'une consultation auprès du public, auprès des parties prenantes, en amont, pour évaluer l'intérêt et les effets du texte en matière de climat. Parce que, de fait, ce serait absurde d'exiger une évaluation des impacts climatiques pour toutes les lois. Donc, une première garde de triage, c'est la partie grise que vous voyez ici, consultation publique des parties prenantes, avec deux possibilités. Première branche de l'alternative, non, c'est pas la peine d'avoir un volet climatique détaillé, parce que ça n'a pas une influence significative. Deuxième volet de l'alternative, et c'est celui qu'on va suivre désormais, oui, il y a un effet significatif, soit en positif, soit en négatif. Ça peut avoir un effet contributif positif à la diminution des émissions de gaz à effet de serre ou l'inverse. Et dans ces cas-là, on passe à la case du dessous. Oui, il faut une étude d'impact détaillée qui concerne les effets climatiques. Alors, vous savez que depuis 2009, les projets de loi doivent faire l'objet d'une étude d'impact. Elle doit inclure les effets attendus sur l'environnement. Elle doit être transparente sur la méthode d'évaluation qui est utilisée. Et le Code de l'environnement dit de plus, ce qui n'est pas absurde, que le contenu de l'étude d'impact doit être proportionné aux incidences prévisibles sur l'environnement. Si les incidences sont fortes, l'étude d'impact doit être très attentive sur le volet environnement. Si les incidences sont faibles, on doit y consacrer moins de moyens. Alors donc, pour ces lois ayant été considérées comme ayant un impact potentiel important sur l'environnement, positif ou négatif, on arrive à une étude d'impact détaillée et quelque chose qui est important à signaler,
c'est qu'on propose, dans cette étude d'impact, de ne pas comparer aux effets de la loi par rapport à un scénario sans action, mais bien d'évaluer où se situe l'action par rapport aux référentiels sur lesquels la France s'est engagée. Et c'est important de garder ça en mémoire. On va donc chaque fois regarder les indicateurs pertinents et indiquer comment la loi est cohérente avec la stratégie nationale bas carbone. Ça fait une grosse différence par rapport à une évaluation à blanc, sans référentiel adopté. Donc l'idée, c'est qu'elle doit être faite a priori, qu'elle doit être mise à jour à la fin du processus législatif pour avoir une évaluation finale valide. Comme vous l'avez vu, le processus législatif, en général, il multiplie par 2 ou par 3 le nombre d'articles de la loi. Et en fait, notre troisième préconisation, c'est qu'à l'intérieur de la loi, on prévoit comment les données nécessaires à l'évaluation, aussi bien ex ante que le suivi, que l'évaluation ex post, comment les données nécessaires sont collectées et suivies. Il y a un exemple concret, c'est la loi qui a instauré, donc la loi de finances qui a instauré le CICE et qui a prévu dès sa conception comment le dispositif serait évalué quelques années après sa mise en place. Le processus d'évaluation doit être transparent. Pour l'instant, ces propositions qui ne visent qu'à améliorer le processus n'ont pas encore reçu de réponse de principe, ni du Parlement, ni du gouvernement. Donc, comment améliorer des deux côtés la transparence de l'évaluation et son efficacité? Alors, donc, le gouvernement, en réponse à nos propositions, s'est engagé à évaluer 3 lois. La loi mobilité, l'homme, la loi Elan sur le logement et la loi Egalim sur l'agriculture et l'alimentation. 1 an après leur adoption. De fait, les calendriers sont déjà dépassés, au moins pour certaines d'entre elles, puisque la loi Egalim a été adoptée en octobre 2018 et pour l'instant, cette évaluation n'a pas encore été faite, mais enfin, il faut laisser le temps. C'est de toute façon une amélioration que le gouvernement prévoit cette évaluation 1 an après l'adoption, donc avec le texte de loi complet. Pour vous donner un exemple sur une de ces lois, la loi Egalim a été adoptée en octobre 2018. Le projet de loi comportait 18 articles. Il y a 2 articles sur ces 18 qui avaient fait l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement et 1 article qui avait fait l'objet d'une étude d'impact sur le climat. Et en fin de processus parlementaire, le projet de loi a eu 98 articles. Et c'est la même chose pour le projet mobilité, 189 articles dans la loi promulguée, alors qu'il y avait 50 articles dans le projet de loi et que seuls 11 articles ont fait l'objet d'une évaluation environnementale. Donc on voit l'utilité de faire comme cela est pratiqué dès aujourd'hui en Australie, c'est-à-dire une mise à jour de l'évaluation ex post. En cas d'absence d'études d'impact ou d'études d'impact non satisfaisantes, l'évaluation doit être conduite dans les 2 ans après la date de mise en application de la loi. Cependant, aucune évaluation n'a encore eu lieu et il n'est donc pas encore possible de déterminer comment les grandes orientations prises ces dernières années ont contribué ou pas à la mise en œuvre de la stratégie nationale de bas carbone. Cette évaluation aurait plusieurs avantages et notamment celle de l'avantage de corriger le cas échéant les orientations qui ont été prises. Et tous les ans, il serait utile, à notre sens, d'avoir un bilan des lois adoptées, un bilan des lois évaluées, afin d'en discuter en Conseil de défense écologique, qui a été créé pour suivre la bonne application des mesures dans ce domaine, et pouvoir faire un suivi interministériel pour s'assurer que les actions sont au bon niveau. Alors, on a de fait fait 8 recommandations détaillées dans le rapport pour améliorer le suivi des lois, l'évaluation des lois et leur suivi en regard du climat. Notre première recommandation, c'est d'évaluer les lois en respectant quelques grands principes de la bonne évaluation. Quelques grands principes, c'est la transparence sur les critères et les méthodes, l'indépendance de l'évaluateur, la diffusion des résultats et bien sûr ce principe dont je vous parlais, parce qu'il est appliqué aux États-Unis et au Royaume-Uni, qui vont plus loin que chez nous sur l'évaluation des lois, le principe de proportionnalité, c'est-à-dire faire en sorte que les recommandations soient opérationnelles et raisonnables du point de vue des ressources sollicitées.
Notre deuxième recommandation, c'est d'effectuer, ce que je disais tout à l'heure, une sélection des lois à évaluer en regard du climat. Notre troisième recommandation, c'est d'avoir une étude d'impact détaillée qui prenne comme référence la stratégie nationale bas carbone. Ça permet de compléter l'exposé des motifs de la loi, ça permet d'identifier les indicateurs de suivi pertinents, aussi bien en ex ante que pendant la mise en place de la loi qu'en ex post. Notre quatrième recommandation, c'est de mettre en œuvre une méthodologie spécifique pour le climat et d'ajouter cette méthodologie à suivre dans le guide de légistique du Conseil d'État qui aide les rédacteurs des projets de loi à faire leur étude d'impact. Et avec toujours comme référence les budgets carbone de la stratégie nationale et l'objectif de neutralité carbone. Notre cinquième recommandation, c'est que l'étude d'impact soit mise à jour une fois la loi promulguée, on en a déjà parlé. Et en théorie en France, il existe depuis 2014 une possibilité pour le Parlement assisté par la Cour des comptes d'évaluer l'impact d'un texte 3 ans après son entrée en vigueur, mais pour l'instant c'est à peu près pas pratiqué, en sachant que les textes existent si l'Assemblée nationale, assistée de la Cour des comptes, voulait pratiquer ces évaluations 3 ans après, ce qui serait fort utile pour corriger, le cas échéant, les dispositifs. La sixième proposition, c'est d'intégrer dans le texte de loi les modes de collecte et de disponibilité des données nécessaires, parce que c'est en les prévoyant dès le démarrage que l'évaluation, aussi bien pendant la mise en place qu'après, seront facilitées. Il y a un exemple, c'est sur la loi de finances rectificative de 2012 qui a créé le crédit d'impôt compétitivité et emploi et qui a prévu la commission de suivi et d'évaluation du dispositif du CICE. Notre septième recommandation, c'est de faire de l'évaluation a posteriori un processus transparent, indépendant et associant les parties prenantes. Et indépendant, c'est souvent une des difficultés en France, puisque la plupart du temps, ce sont les opérateurs de la loi qui procèdent à cette évaluation. Et notre huitième recommandation, c'est de renforcer le pilotage d'ensemble du processus vers la neutralité carbone par le suivi des lois. Il y a eu un conseil de défense écologique qui a été créé pour cela, c'est sa mission, et nous proposons qu'il adopte un rapport annuel qui dresse chaque année le bilan des lois adoptées qui ont une pertinence vis-à-vis de l'action climat et le bilan des lois évaluées en regard de la stratégie nationale bas carbone, et qu'il voit ainsi comment il convient de modifier les dispositifs en place pour mieux atteindre les objectifs fixés. Bref, ce que nous vous proposons, c'est par rapport à une abondance de législation actuellement, de faire mieux et de faire en sorte que cette législation soit efficace et suivie. Et je passe la parole à Kathleen Schubert pour la suite du travail. Merci Marion. Bonjour à tout le monde. Donc, je vais vous présenter un exercice, pas une application de ce cadre général, mais oui, on peut dire ça comme ça. Donc, le Conseil pour le climat s'est saisi dans ce cadre de la loi du programme de France Relance. Alors, oui. Et donc, nous avons voulu regarder. Voilà, je pense que je vais y arriver. Excusez-moi. Voilà, nous allons voulu regarder donc sur France Relance quelle était la contribution de ce plan de relance aux objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Donc, il me semble que c'est une occasion historique, disons, ce plan de relance, parce que, évidemment, énormément d'argent va être engagé pour la relance de l'économie française suite à la crise du Covid. Et il faut que cet argent, ces dépenses, soient orientées de la façon qui permette, en même temps, d'effectuer la relance de l'économie pour laquelle ces dépenses sont prévues, mais également de lancer, disons, ou
d'engager les transformations structurelles de l'économie dans le sens nécessaire à la décarbonation à l'horizon 2050. Donc, est-ce qu'on est capable, c'est ça que nous voulons regarder, c'est ça que nous avons voulu regarder, est-ce qu'on est capable dans ce plan de relance, à la fois de faire la relance pour laquelle il est prévu, mais aussi d'engager ces transformations structurelles. Ces dépenses, qui sont donc 100 milliards d'euros, ce sont des sommes énormes, on ne va pas redépenser de tels montants très probablement dans les années qui vont suivre, donc c'est une occasion vraiment historique d'engager ces transformations structurelles vers la neutralité carbone. Donc c'est le point qui nous a, c'est pour ça que nous avons voulu examiner cette relance, ce programme de relance, ce plan de relance. Alors les investissements, ce que nous avons voulu faire, un autre objectif, c'est donc, comme je l'ai dit, de regarder la contribution du plan à la stratégie nationale bas carbone. Nous avons voulu regarder ça sur le plan méthodologique principalement, proposer un cadre méthodologique tout à fait dans la lignée de ce qu'a évoqué Marion tout à l'heure, développer une grille de lecture des différentes mesures par rapport à leur incidence sur le climat, et aussi par rapport à l'objectif de transition juste, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, et puis tirer des enseignements, disons, de ce plan de relance et proposer des méthodes d'amélioration ou des voies d'amélioration du processus. Voilà. Donc, le point important, peut-être, sur le plan méthodologique, c'est de voir que nous n'avons pas effectué une évaluation quantitative des mesures du plan de relance. Nous n'avons pas les moyens, en fait, au Conseil pour le climat d'effectuer une évaluation quantitative. Et bien sûr, bon, on l'a vu avec Marion. On devrait tendre vers ça, évidemment. Ce qui est important dans l'évaluation, c'est d'arriver à donner des informations quantitatives. On n'a pas pour l'instant les moyens de faire ça. Donc, on a regardé de façon plus modeste et plus méthodologique, peut-être, si les mesures qui étaient contenues dans le plan de relance étaient des mesures favorables, en continuité, défavorables ou ambiguës par rapport à l'atteinte de l'objectif de décarbonation. Donc, le gouvernement a fait lui-même, le Trésor, en fait, a fait une évaluation préalable et la catégorisation qu'ils ont retenue dans cette évaluation était de catégoriser les mesures en favorables, neutres et défavorables. Donc, nous avons voulu souligner qu'il n'y avait pas réellement de mesures neutres vis-à-vis de l'objectif de décarbonation, parce que toute mesure avait un impact, en fait, sur les émissions. Donc, on a vraiment voulu souligner que une mesure neutre, c'était soit une mesure ambiguë, soit une mesure en continuité. Et en continuité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne va pas dans le sens de l'atteinte de la stratégie nationale bas carbone, mais qui est dans la continuité du sentier que nous suivrions, disons, au fil de l'eau, c'est-à-dire un sentier qui ne permet pas d'atteindre la décarbonation à l'horizon 2050. Donc, on a repris une à une l'ensemble des mesures contenues dans le plan de relance et on a donc effectué cette catégorisation. Donc, ici, sur le graphique, vous voyez la trajectoire rouge qui est la trajectoire, disons, au fil de l'eau, qui serait celle suivie par l'économie si aucune mesure n'était prise pour atteindre l'objectif de décarbonation. La trajectoire blanche ici est la trajectoire de décarbonation, la SNBC. Donc les mesures grises en haut, ce sont les mesures, enfin la zone grise en haut représente les mesures défavorables qui font pire en fait que la trajectoire au fil de l'eau. La zone verte représente les mesures favorables et puis là autour, vous avez toute une zone de mesures ambiguës, soit parce que ce n'est pas vraiment facile de dire dans quelle catégorie il faut les classer, soit parce qu'elles ont différents effets dans différents sens, soit favorables, soit défavorables. Voilà, donc nous avons fait ce travail et ce que nous avons vu, c'est que sur les 100 milliards du plan de relance, il y avait environ 28 milliards qui étaient favorables à l'atténuation des émissions. Donc, disons un petit tiers. Un petit tiers sont des mesures favorables, ce qui est proche d'ailleurs du montant que le gouvernement avait lui-même évalué, mais
Dans le détail des mesures, il y a quelques différences. En fait, nous n'avons pas exactement catégorisé toutes les mesures comme le gouvernement. Disons, le montant global est proche. Il y a des mesures qui ont un effet ambigu, assez peu, environ pour 2 milliards. Et les autres mesures sont soit défavorables, soit en continuité. Voilà. Je suis pas très bonne pour passer les slides. Oui, je vais y arriver. Donc ça, c'est là, ce que vous voyez, c'est un partage sectoriel en fait des différentes mesures. Et ce qu'on voit, c'est que les mesures qui sont favorables à la SNBC, c'est principalement des mesures de décarbonation dans les bâtiments et dans le transport. Et ce que nous avons noté, ce qu'on voulait souligner, c'est qu'il y a finalement extrêmement peu de choses sur l'agriculture et la forêt, qui sont pourtant des secteurs dont la décarbonation n'est pas facile du tout et qu'il aurait été intéressant de cibler, mais il y a extrêmement peu de choses qui les concernent. Et donc le gros des mesures concerne transport et bâtiments. Il y a également très peu de choses, voire oui, extrêmement peu de choses sur l'adaptation. On tient à souligner réellement, on a souligné à de multiples reprises au Conseil pour le climat que la température va augmenter, même si on met en place toutes les politiques économiques nécessaires pour lutter contre le réchauffement climatique. L'inertie climatique est telle que la température va augmenter, donc les mesures d'adaptation sont absolument indispensables. Il faut s'adapter à vivre dans un monde plus chaud au niveau individuel et aussi au niveau de l'économie, au niveau des différents secteurs. Et ça, c'est quelque chose qui est encore très très peu. On n'avance pas, on n'a pas beaucoup avancé là-dessus, et en particulier dans le plan de relance, il n'y a quasiment rien là-dessus. Il y a aussi extrêmement peu de mesures d'accompagnement de la transition nationale bas carbone, par exemple en termes d'emploi ou de formation. Donc ça, c'est également très marginal. Donc je pourrais revenir bien sûr, si vous avez des questions sur les différentes mesures de façon plus précise, on pourra revenir là-dessus. Ce que nous avons voulu souligner également, c'est que évidemment cette transition bas carbone ne peut se faire que si ces modalités sont pensées dans un cadre de justice sociale en particulier. Donc il est quasiment impossible de faire une transition de cette ampleur si cette transition s'accompagne pas d'une réflexion très importante sur la justice et sur l'inclusivité. Donc les mesures de politique économique à mettre en place doivent ne pas peser de façon disproportionnée sur les personnes les plus pauvres ou les plus vulnérables. Donc ça, c'est extrêmement central. Donc on a regardé dans le plan de relance comment se distribuer les différentes mesures sous cet angle. C'est finalement, il n'y a pas grand chose à dire, sauf que les mesures qui sont mises dans le plan de relance, qui sont mises en place dans le plan de relance, sont probablement un peu moins favorables à cet aspect de justice que les mesures générales, disons. Voilà. Donc, je crois que j'ai terminé sur le plan de relance. Alors, je voulais peut-être terminer en disant que il est quand même intéressant de noter que le gouvernement a fait un travail d'évaluation, ce qui est un progrès parce que pour beaucoup de lois ou beaucoup comme l'a dit Marion, ce travail n'est pas fait ex ante. Il a fait un travail d'évaluation au regard du climat, de l'impact du plan de relance. Donc, je crois qu'on est parti de ce point de vue-là dans une voie favorable. Évidemment, on n'est pas au bout du chemin. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, arriver à faire des évaluations de bonne qualité, y compris quantitatives, c'est complètement crucial. Et arriver à faire un suivi ex post, évidemment, est aussi complètement crucial. Et pour cela, il faut mettre en place d'emblée
le cadre nécessaire et en particulier la récolte de données qui sera nécessaire pour ensuite faire cette évaluation ex post. Alors, je vais terminer sur la loi climat et résilience. Donc, nous avons regardé également, nous avons fait un rapport, le plus récent sur la loi climat et résilience. Donc, le point principal, c'est que, enfin, le point principal, c'est pas un point principal, mais un point très important à noter, c'est que il y a plusieurs membres du Haut Conseil pour le climat qui étaient impliqués, en fait, dans les travaux de la Convention citoyenne pour le climat, et ils n'ont pas participé, évidemment, aux travaux du Haut Conseil pour le climat sur ce rapport. Ils sont déportés, ils n'ont pas du tout participé. Premier point. Deuxième point, l'avis que nous avons donné, c'est pas du tout un avis qui vise à donner un jugement sur le travail de la Convention citoyenne pour le climat ou sur les mesures adoptées. C'est pas non plus une contre-expertise de l'étude d'impact qui a été réalisée par le gouvernement avant la loi. Notre objectif, c'est vraiment de regarder dans le cadre, exactement dans la continuité de ce qu'on vous a expliqué auparavant, de regarder comment cette loi contribue à l'objectif de la stratégie nationale bas carbone et de fournir des recommandations, d'émettre des recommandations pour améliorer en fait les processus. Voilà, donc cette loi a donc le travail préparatoire à cette loi a une avancée importante, c'est que il y a une étude d'impact qui a été réalisée par le gouvernement. Cette étude d'impact, donc comme on l'a dit précédemment, n'est pas fréquente, c'est pas à chaque fois qu'une étude d'impact est réalisée. Donc cette étude d'impact, c'est vraiment une étude d'impact climat. Et donc dans cette étude d'impact, le gouvernement précise que les mesures du projet de loi climat et résilience contribueraient à l'atteinte d'environ la moitié, entre la moitié et les 2/3, disons, du chemin à parcourir pour atteindre les objectifs de la SNBC en 2030. Donc, la moitié, ou entre la moitié et les 2/3, c'est important. Donc c'est un point à noter. Ceci dit, donc nous avons bien regardé cette étude d'impact. Dans cette étude d'impact, il y a une grande partie des articles du projet de loi qui sont analysés de façon quantitative ou qualitative. Cette étude d'impact est sur le mode des études d'impact habituelles, c'est-à-dire que c'est un document énorme qui fait plus de 700 pages. Et quand on n'est pas habitué aux études d'impact, j'avoue que c'est quelque chose d'assez indigeste à s'approprier. Donc, une des recommandations qu'on pourrait faire, évidemment, c'est d'avoir peut-être un document synthétique donnant les orientations, les résultats principaux en fait de l'étude d'impact, accessible au public, parce que en l'état, évidemment, très très peu de personnes, j'imagine, peuvent s'approprier ce genre de document. Le second point, c'est que tous les articles en fait n'ont pas pu être évalués. Ça, c'est pas un reproche qu'on fait à l'étude d'impact, parce que certaines choses sont très difficiles en effet à évaluer. Et donc, ça renforce le besoin d'un document synthétique, en fait, expliquant clairement qu'est-ce qui a été évalué, qu'est-ce qui ne l'a pas été et pourquoi. Il y a des améliorations méthodologiques probablement à faire dans ces études d'impact. En particulier, elles se réfèrent peu à la SNBC. Elles n'utilisent pas les indicateurs pertinents de la SNBC pour l'évaluation. Elles manquent parfois de transparence méthodologique. En particulier, plusieurs des évaluations qui sont faites, on ne précise pas en fait exactement par quelle méthode on arrive aux chiffres qui sont proposés. Donc, il y a vraiment une nécessité de transparence méthodologique. Et enfin, il y aurait une nécessité de préciser à chaque fois en quoi les mesures considérées, quelle est la plus-value, disons, des mesures considérées par rapport à l'atteinte de la SNBC. Enfin, il n'y a rien qui est prévu à propos du suivi de la mise en œuvre de la loi, et donc c'est quelque chose aussi qui limite
l'intérêt de l'étude. Alors, donc nos recommandations sont, comme je l'ai dit, d'expliciter systématiquement les hypothèses et méthodes utilisées, et les données utilisées, et d'harmoniser les résultats, de discuter de la plus-value des mesures proposées par rapport à la stratégie nationale bas carbone, et par rapport à l'existant d'abord, et aussi par rapport à la stratégie nationale bas carbone. Donc, nous avons réalisé un travail de contribution, d'attribution en fait des mesures par rapport à la stratégie nationale bas carbone. Et donc, bon, vous trouverez dans le rapport des exemples de vous trouverez dans le rapport donc ces attributions. Donc, il y a un dernier type de recommandation qui revient sur les recommandations dont a parlé Marion, que nous avions formulées dans le rapport sur l'évaluation des lois au regard du climat, qui concerne la suite du parcours du projet de loi. Donc, au cours de la phase parlementaire, il est important de signaler l'impact supposé des amendements quant à l'objectif national de neutralité carbone. Une fois la loi promulguée, il est important de mettre à jour l'étude d'impact en vue de guider la préparation des décrets d'application. Et enfin, dans le texte de loi, il faut prévoir le dispositif de suivi et d'évaluation ex post, préciser les indicateurs, préciser les données nécessaires afin de renforcer le pilotage, en fait. Voilà, je pense que j'ai terminé. J'espère que j'ai pas été trop longue. Merci. Non, pas du tout. Merci à vous deux pour cette présentation détaillée. On a beaucoup de questions qui sont affichées dans le chat pendant qui cherchaient, qui exprimaient pas une incompréhension de ce que vous avez dit, au contraire, qui cherchaient plutôt à creuser les différents points. Je vais essayer d'en synthétiser, d'en retenir quelques-unes dans les 20 minutes qui nous restent de ce webinaire. On va peut-être commencer. Il y a pas mal de questions sur l'évaluation ex post. Avec nos participants qui s'interrogent sur d'abord le pourquoi, en quoi est-ce que c'est utile une évaluation ex post, quelles pourraient être les conséquences, par exemple est-ce qu'on pourrait imposer au législateur de revoir sa copie entre guillemets, avec tout le respect pour le législateur. J'ai vu qu'on avait des députés dans l'audience, donc faut être prudent, et aussi qui pourrait mener cette évaluation ex post. Alors il y a la Convention citoyenne pour le climat qui a été mentionnée, mais je crois que sa mission est terminée. Mais est-ce que ça pourrait être le Conseil environnemental, économique, social, environnemental? Est-ce que ça pourrait être le HCC? Voilà, donc toute une série de questions sur l'évaluation ex post. Je ne sais pas qui veut prendre la main, entre vous deux en premier. Je peux commencer si tu veux. Donc, d'abord, ça existe. Il y a des endroits où ça existe. Donc, c'est intéressant de voir ce qui se passe dans les pays où ça existe. Et je vous ai cité l'Australie, où effectivement, il y a plusieurs exemples, et on les a cités dans le rapport pour les personnes qui voudraient approfondir. Il y a eu plusieurs exemples de grands textes pour lesquels, soit parce que l'étude d'impact n'était pas bonne au début, où ils avaient été affranchis ils avaient eu une dérogation pour faire une étude d'impact, soit parce que elle était périmée, il a été souhaité qu'une nouvelle étude soit faite pour mettre à jour. Alors, à quoi ça peut servir, c'est votre question? Ça peut servir aux législateurs qui avaient tenté une mesure, c'était l'exemple pour le CICE en France, de vérifier que l'objectif qui était fixé à la mesure a bien été rempli. Et si l'objectif n'a pas été rempli, libre aux législateurs, il n'est pas question que l'évaluation fasse le boulot des législateurs, ça repasse au Parlement, mais libre aux législateurs, voyant que la mesure en question, qui avait un objectif donné, n'a pas rempli l'objectif donné, d'amender, d'améliorer, de compléter la mesure initialement mise en place. Donc c'est un objectif d'utilité, d'efficacité de la loi. Donc les conséquences, c'est bien sûr le législateur qui les tire, puisque une fois, et vous le verrez là aussi en Australie, il a la liberté de réintervenir sur les dispositions qui avaient été prévues. Donc, à notre avis, c'est un très bon mécanisme
pour les différentes raisons qu'on vous a données. Et peut-être s'il y a des parlementaires là qui nous écoutent, ce qui nous frappe aujourd'hui, c'est que une majorité de la production de loi en France est faite sans aucune étude d'impact préalable. Et donc, avoir à un moment donné soit un bout d'étude d'impact rapide, parce qu'on sait bien que tout ça, c'est un processus qui va assez vite, et donc on propose des méthodes de simplification pour voir quand même quel est l'impact des propositions. Donc, soit avoir un bout d'impact, d'étude d'impact avant que l'amendement soit discuté, soit ex post d'intervenir, de refaire une étude d'impact sur l'ensemble du texte. Ça nous semble important parce que on fait beaucoup, il y a énormément d'articles qui sortent, hein, vous vous souvenez de la première diapo, énormément d'articles qui sortent, mais c'est quand même frappant de savoir que pour la plupart de ces articles, on n'aura pas évalué a priori leur effet et quantitativement et qualitativement. Donc c'est un appel à un meilleur fonctionnement de l'activité législative. Si je peux ajouter quelque chose peut-être. Oui, je pense que l'évaluation ex post est quelque chose qui est utile de façon évidente, juste pour savoir si les dispositions qu'on a prises, si ça marche ou pas, quoi. Parce que il est quand même important quand on met en place des mesures de politique économique d'avoir une idée, de savoir si elles ont un effet. Donc un exemple peut-être pour être plus clair. On a pris en France et dans d'autres pays énormément de mesures, de normes différentes, de tas de mesures de nature différente, mais vraiment beaucoup pour la rénovation thermique des bâtiments, sans avoir grande idée en fait de si ça avait un effet ou pas. Quand bien longtemps après les premières mesures, on commençait à sortir quelques travaux d'évaluation, on s'est aperçu qu'en fait ça marchait pas très bien ce qu'on faisait. Et donc, il fallait changer de méthode. Et ça, c'est extrêmement important, évidemment, d'arriver à savoir ça. Je voulais rajouter peut-être un point. Il y a une grosse difficulté dans l'évaluation ex post des lois. Enfin, déjà, évaluer une mesure individuelle, c'est difficile, parce qu'il faut avoir prévu, comme on l'a dit, ex ante toute la collecte de données nécessaires, etc. Donc, pour une mesure, c'est difficile. Mais pour une loi, qui est un ensemble de mesures, c'est encore évidemment bien plus difficile. Parce qu'une loi, ça peut comporter beaucoup de mesures. Pensez à la loi Elan ou Egalim, il y a des tonnes de mesures qui peuvent se renforcer plus ou moins, qui peuvent s'annuler, enfin, qui ne jouent pas forcément toutes dans le même sens. Donc, évaluer une loi, c'est encore bien plus difficile qu'une mesure. Et là, il y a un gros challenge. Et à mon avis, il y a besoin d'énormes progrès méthodologiques pour qu'on soit capable de faire ça. Voilà. Merci. Et d'ailleurs, beaucoup de remarques qu'on a faites là sur l'évaluation des lois ou sur les mesures et leurs précisions s'appliquent de manière plus générale à l'ensemble de la production législative. En tout cas, ce sont des remarques qu'on trouve souvent dans les rapports du Conseil d'État, par exemple. Donc, le climat ne fait qu'ajouter une difficulté supplémentaire à cet état de fait. Il y a donc d'autres questions, notamment sur une série de questions qui portent sur les critères d'évaluation et le référentiel qu'on utilise. Donc, on a mentionné la SNBC, mais donc des questions qui disent est-ce que c'est seulement en termes de gaz à effet de serre? Est-ce qu'on prend en compte l'empreinte carbone et donc l'impact que des mesures prises en France peuvent avoir au-delà de nos frontières? Est-ce qu'on considère les coûts, éventuellement l'impact sur le commerce extérieur? Et quel référent peut-on avoir pour évaluer les lois en termes d'adaptation et de résilience? Oui, c'est toute la question centrale, en fait. Donc, oui. Ben, vas-y, Cathy, puis je compléterai. Écoute, ce sont des questions compliquées. Alors, nous travaillons par rapport au référentiel SNBC parce que c'est ça qui est dans notre mission en réalité. La mission du Haut Conseil pour le climat, c'est bien d'examiner si la France s'engage ou prend les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif qui est fixé dans la loi de neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc, disons que notre mandat étroit, c'est ça.
Bon, évidemment, on déborde un petit peu, c'est-à-dire qu'on a écrit, par exemple, on a fait un rapport sur l'empreinte carbone, donc évidemment, on n'ignore pas qu'une loi ou des mesures mises en place en France, ça a des impacts sur l'empreinte carbone, éventuellement sur le commerce extérieur, etc. Mais le référent constant SNBC qu'on a, c'est parce que c'est ce qui est dans notre lettre de mission, disons. Alors, sur la façon de faire de l'évaluation, comme j'ai dit, on n'a pas les moyens pour l'instant de faire de l'évaluation quantitative qui permettrait de prendre en compte le coût des mesures et à mettre en regard avec leur efficacité en matière climatique et puis leur intérêt sur d'autres dimensions. Parce qu'évidemment, toutes les mesures qui sont prises dans des lois en France, c'est pas juste pour le climat. Vous avez des mesures qui peuvent avoir beaucoup d'intérêt par ailleurs. Construire un hôpital, ça n'améliore pas le climat, mais on va pas dire que c'est pas une bonne mesure pour autant. Donc évidemment, vers quoi on devrait tendre, c'est d'être capable de faire une analyse, disons une analyse coût-bénéfice de ces mesures ex ante, et puis de l'évaluation ex post, comme on l'a expliqué. Pour l'instant, on n'est pas encore, on n'en est pas à ce niveau, on n'a pas les moyens de faire ça. C'est pourquoi on s'est contenté pour l'instant de classifier les mesures par rapport à leur intérêt dans l'atteinte de la stratégie nationale bas carbone, donc en favorable, ambigu, continuité, etc. Donc c'est une première étape, disons, dans le processus de l'évaluation dans laquelle on est, je pense. J'ajouterais simplement qu'on a souhaité, dans plusieurs de nos rapports, et on l'a rappelé, que les transports internationaux soient inclus, qu'il y ait des objectifs fixés ou un lien entre les objectifs quantitatifs sur ce qui se passe sur nos territoires et y ajouter les transports internationaux. Et pareil, d'avoir des objectifs sur l'empreinte, parce que ce serait absurde de ne regarder que ce qu'on consomme qui est produit chez nous et ne pas regarder ce qu'on consomme et ce qui est produit ailleurs. Ça ne produirait que du déplacement, et si c'est produit en plus dans un pays qui a une politique climatique moins exigeante que la nôtre, c'est évidemment négatif. Donc dans toutes nos recommandations, vous le verrez à peu près dans tous nos rapports, il y a un appel à élargir les disciplines visées aux transports internationaux et à l'empreinte. Merci. J'ajouterai juste que sur les enjeux d'adaptation et de résilience, on s'est référé pour l'instant au plan national d'adaptation au changement climatique, qui a évidemment ses limites pour juger des politiques d'adaptation. Donc les connaisseurs de l'adaptation savent bien qu'il y a une espèce de serpent de mer qui est les métriques de l'adaptation qu'on a toujours du mal à démêler, y compris au niveau international. Et là, il y a un vrai travail à effectuer de la part des gens qui font les analyses, de la part des gouvernements aussi, pour savoir comment mieux évaluer effectivement les politiques d'adaptation. C'est un chantier qui est encore largement ouvert. Est-ce que l'une d'entre vous deux pourrait revenir, parce que c'est une question très ponctuelle, mais qui me semble importante, sur la différence qu'on a établie lors de l'évaluation du plan de relance entre des mesures qu'on jugeait favorables, donc pro-SNBC, et des mesures qui étaient dans la zone grise, en fait, donc qui n'étaient pas défavorables, mais qui n'atteignaient pas complètement l'objectif. Des exemples, tu veux dire? Non, expliquer la différence méthodologique surtout qu'on a trouvée entre les deux. Le fait qu'on des mesures qui ne soient pas négatives pour le climat, mais qui ne soient pas non plus au niveau de la SNBC. Comment on explique ça? Je suis pas sûre d'avoir compris la question, Olivier. En fait, je pense que l'idée qui était la nôtre derrière, c'était de dire que on pouvait exercer une distinction entre des mesures qui contribuaient aux objectifs donnés par la SNBC, clairement, oui. Donc, ce qu'on marque en vert, et les objectifs et les dépenses qui s'inscrivaient dans la zone grise étaient des mesures qui permettaient plus une continuation des activités telles qu'elles sont actuellement, oui. ce qu'on peut appeler un business as usual. Mm-hmm. Donc
où objectivement les émissions baissent, mais elles ne baissent pas au rythme Ah oui, qu'on attend de la SNBC. oui, c'est ça. Je crois que tu as répondu. Ok. Mais je pense que voilà. C'est presque la question qui inclut la réponse. C'est-à-dire Oui, oui, c'est ça. l'objectif n'est pas le même. Il S'il y a une vitesse de réduction qui est souhaitée par la SNBC et que ça réduit, mais pas la vitesse de réduction souhaitée par la SNBC, on prend du retard. Voilà. C'est ça. Voilà. Ok, pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Est-ce qu'on pense que cette évaluation du plan de relance pourrait être applicable aux lois de finances et au budget de l'État? Ça, c'est tous les travaux qui sont engagés sur le budget vert. Donc, il y a au niveau international, c'est pas uniquement en France, tout un mouvement qui s'est engagé sur le fait que dans les budgets, en fait, dans les lois de finances, on indique justement en quoi les différentes dépenses vont être orientées de façon favorable, de façon défavorable, etc., par rapport à l'objectif de décarbonation. Donc, il y a vraiment un mouvement au niveau international qui est engagé là-dessus. Et il y a eu en France un rapport de l'inspection générale des finances l'année dernière, ou il y a 2 ans, qui a commencé à poser les bases pour la France. Et c'est un mouvement qui est en train de s'amplifier. Donc, je pense que oui, tout à fait. La réponse, c'est oui. On est encore, comme pour l'évaluation qu'on a faite, on est encore au début sur le plan méthodologique, mais c'est une idée qui est tout à fait en marche, ouais. Merci. Alors, parmi les autres questions, il y a une petite question qui est moins à voir avec nos sujets, mais je pense à laquelle il faut qu'on réponde. C'est comment est-ce qu'on gère les conflits d'intérêts au sein du Haut Conseil pour le climat? Avant chacune des réunions, on déclare les nouvelles, les actualités. Est-ce qu'on a pris une nouvelle responsabilité? Donc, on a en fait un fichier de nos engagements externes au Conseil pour le climat, parce qu'on a tous d'autres métiers, évidemment, et qu'on met à jour régulièrement. Et après, c'est ce qu'on a mentionné pour la loi climat et résilience. Quand il y a des personnes qui ont participé à autre chose ou qui ont une implication, il faut qu'ils soient exclus de la discussion portant sur le sujet. Donc, c'est une exclusion des personnes concernées. Et une mention dans le rapport pour que ce soit clair. Donc, une transparence sur ce qui a été fait. Donc, c'est de l'explicitation et de l'exclusion. Enfin, c'est assez classique comme procédure. Il faut être transparent, il faut que nous déclarions. Et nous avons tous fait une déclaration de l'ensemble de nos engagements et ex ante et un suivi réunion par réunion. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est sur le site ou pas, tout ça. Je ne sais pas. C'est possible, hein. Les membres du HCC sont soumis à une déclaration qui est remise à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Oui. Une déclaration que vous avez faite à votre prise de fonction et qui doit être consultable sur le site de voilà, c'est ça. la Haute Autorité. Voilà. Et j'ajouterai, pour être extrêmement complet, qu'au sein du secrétariat, nous avons une collègue aussi qui avait contribué en tant qu'experte au sein de la Convention citoyenne pour le climat. Et donc, évidemment, elle a été complètement écartée de nos échanges sur la rédaction du rapport portant de l'avis portant sur le projet de loi climat et résilience pour plus de clarté et de transparence. Un autre sujet, avant de clore ce séminaire, il y a eu pas mal de remarques. Alors, c'est pas vraiment une question, mais vous aurez peut-être un commentaire dessus. Il y a eu pas mal de remarques ou de questions sur le fait qu'il pourrait y avoir trop de lois énergie-climat, entre guillemets, presque une chaque année, auxquelles en plus s'ajoutent les dispositions des lois de finances. Il y a une espèce on souligne par ailleurs qu'il y a un risque d'empilement des mesures, de lisibilité. Est-ce qu'il faudrait limiter la production législative? Est-ce que l'évaluation peut jouer un rôle là-dedans pour clarifier ce processus? Est-ce que l'une d'entre vous a des remarques là-dessus? Oui, pour avoir participé au Conseil d'État un peu à ces travaux, on constate qu'il y a une espèce d'inflation, alors double inflation, donc le nombre de textes, mais aussi sur un texte, l'inflation des amendements. Et c'est le travail législatif. Et objectivement,
on appelle dans notre rapport à du mieux pour faire les lois. C'est-à-dire qu'en fait, faire les lois en ayant étudié avant de proposer quelque chose, quels sont les effets de la mesure, et s'obliger d'une certaine manière, au fond on appelle à des procédures qualité ex ante, pendant et ex post, pour s'assurer que les dispositions sont utiles, qu'elles sont efficaces et qu'elles sont mises en place. Donc oui, c'est implicitement, nous sommes d'accord avec ces remarques sur l'inflation législative qui est dangereuse, parce que c'est l'instabilité, c'est compliqué l'instabilité pour les acteurs, parce qu'ils ne savent plus ce qui se passe. Et dans la rénovation des bâtiments dont parlait Kathleen tout à l'heure, il y a un vrai besoin d'accompagnement des particuliers, parce que ça devient tellement complexe qu'il y a besoin d'une professionnalisation de l'accompagnement des particuliers qui sont l'objet des mesures prises. Donc oui, un appel à mieux de loi. D'accord, rien à ajouter. C'est exactement la doxa du Conseil d'État. Peut-être dernière question qui porte sur les conséquences de l'évaluation et comment est-ce qu'on établit les liens de causalité entre des mesures d'une loi et leurs conséquences concrètes. En fait, je pense que globalement, ce sont des interrogations qui portent sur les indicateurs qu'on peut utiliser dans les processus d'évaluation. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus? Moi, l'évaluation ex post, c'est très souvent, il y a beaucoup de monde en fait qui pense que l'évaluation ex post, ça consiste à regarder quand on a pris une mesure pour réduire les émissions, ça consiste à regarder si les émissions ont effectivement baissé. Or, c'est pas du tout ça l'évaluation, parce que les émissions peuvent avoir baissé, mais pour de toute autre raison que la mesure en question, parce qu'il y a eu une crise du Covid, j'en sais rien, d'accord? Donc en réalité, l'évaluation c'est techniquement quelque chose de très compliqué, l'évaluation ex post. Et ce qui est très compliqué, c'est d'établir le lien de causalité entre la mesure qui a été prise et, en l'occurrence, sur les émissions. Et il y a des techniques statistiques très développées pour ça. Et pour arriver à les mettre en œuvre de façon correcte, il faut avoir beaucoup de données sur ce qui s'est passé, etc. Donc il y a des techniques qui sont très éprouvées, qui sont scientifiquement de très bonne qualité. Donc il y a pas mal de gens qui savent faire ça. Le problème, c'est d'avoir les données adéquates pour pouvoir mettre en œuvre ces techniques-là. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds exactement à la question, mais donc voilà ce que je peux dire. C'est une question de remarque, donc je pense que c'est une bonne explication, une bonne. Je vois dans le chat, Olivier, qu'on demande la publicité des conséquences climat des lois. Oui, dans les quelques principes qu'on a rappelés tout à l'heure, dans les bons principes, et ça fait partie de nos recommandations, il faut bien sûr que l'évaluation soit publique. J'allais justement revenir là-dessus, sur les notions de publicité et de redevabilité qui sont apparues plusieurs fois dans le chat, pour souligner qu'effectivement c'était un des enjeux, un des objectifs de l'évaluation des lois et de jeter une lumière la plus objective possible sur les effets des politiques publiques et leur mise en œuvre. Alors si je peux rajouter quand même quelque chose, je pense que il faudrait aussi qu'on soit capable en fait de donner le coût. Ça c'est complètement crucial, parce que on peut réussir à diminuer les émissions de gaz à effet de serre de façon cohérente avec la stratégie nationale bas carbone, mais si ça a un coût absolument monstrueux, peut-être que c'est pas ce que veut la société non plus. Donc je pense que vraiment ça c'est important et ça c'est également un chantier peu exploré en fait, donc sur lequel il faudrait qu'on se mette aussi, si on avait